Bonjour les amis. Alors, certains d'entre vous se sont déjà manifestés pour faire part de leur inquiétude parce que la vidéo hebdomadaire, la vidéo militaire faite avec mon ami Hervé Carès n'avait pas encore été publiée. Eh bien, il y a une bonne raison à cela, c'est que malheureusement, nous sommes à nouveau victimes de la censure. Alors, ce sera une censure indirecte cette fois-ci, mais le résultat est le même. Pour des raisons professionnelles, Hervé, qui exerce une activité personnelle importante de conseil en communication de crise, a été rattrapé par le macartisme ambiant qui est en train de se diffuser dans notre pays. Il a été qualifié de pro-russe et sur le plan commercial, sur le plan de son activité, ce n'était pas sans poser des problèmes. Donc il a pris la décision que j'approuve et je comprends, parce que personnellement je pense qu'il est normal qu'il y ait un droit de réserve. Moi je n'en ai pas pour différentes raisons. J'en ai jamais eu beaucoup d'ailleurs, mais il a décidé par conséquent de se mettre en stand-by. Donc, nous espérons pouvoir reprendre notre travail de réinformation bientôt. En tout cas, moi, je souhaiterais le plus tôt possible, mais pour l'instant, compte tenu de l'ambiance qui règne dans ce pays, à la suite des rodomontades du kéké qui nous sert de président de la République à l'Élysée, eh bien, il faut que Hervé se mette un peu à l'abri. Alors, c'est pas la première fois que ça nous arrive. Je rappelle que cette chaîne YouTube, elle a commencé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, face au déferlement de propagande, de mensonges, de fake news, de racisme russophobe qui déferlait sur notre pays dans le système médiatique. Le système médiatique qui appartient à l'oligarchie, c'est un bloc. Donc la réponse qui est faite pour essayer d'aboutir à une information qui soit à la fois plus juste, plus équitable, c'est celle qui émane de ce que j'appelle par commodité l'infosphère, c'est-à-dire les sites, les médias dissidents qui se servent des réseaux numériques pour pouvoir communiquer. Bien, donc, nous avons lancé ça il y a 2 ans, d'abord avec Sylvain Ferreira, dans une ambiance difficile. Sylvain n'a pas souhaité poursuivre, donc il a cédé à une forme de pression lui aussi, et il a pensé que c'était quelque chose qu'il fallait interrompre. Le relais a été pris par Hervé Carès. Hervé, lui, ce qui l'amène à se mettre, je répète, c'est son expression, en stand-by, c'est bien le macartisme qui est en train de régner et qui met un certain nombre de personnes en difficulté avec lesquelles Hervé travaille, et il n'a pas souhaité les exposer. Bien, donc oui, quand on est équitable, lorsque l'on est honnête, eh bien on est pro-russe dans cette France frappée de folie. Alors, ce qui est caractéristique de ce qui nous arrive, de ce qui m'arrive, puisque cette chaîne, c'est moi qui l'ai voulu, c'est moi qui l'ai souhaité, et je rappelle que cette chaîne fait partie d'un ensemble, c'est-à-dire qu'il y a mon activité sur les différents réseaux sociaux, et en particulier sur X, ex-Twitter. Et donc, une fois de plus, je vous invite à vous abonner. C'est assez important. Donc, je rencontre un certain succès puisque j'ai actuellement entre 1000 et 2000 nouveaux abonnés par semaine. Et donc, je m'y exprime. Et naturellement, je renvoie à ce que je fais par ailleurs, ce que je fais sur notre chaîne YouTube. Je dis notre parce que j'estime que vous en faites partie. Ce que je fais sur notre chaîne YouTube et ce que je fais sur le blog et dans d'autres médias qui me font l'amitié de m'accueillir. Bon, donc voilà, l'enjeu, il est quand même très très important. Il est très important parce que la presse système est totalement confisquée par l'oligarchie, je dirais même par la plutocratie, et elle est totalement soumise, c'est ce que Jacques Beau relève, lui qui est suisse, avec un peu d'amertume. Il dit, mais attendez, la France est un des pires pays, la presse est totalement soumise au pouvoir économique et au pouvoir politique.
D'ailleurs, je viens d'apprendre que les médias que possédait Monsieur Drahi est un imposteur, c'est quelqu'un dont la carrière et la fortune a été faite par Monsieur Macron, eh bien, son entreprise est un véritable système de Ponzi avec une montagne de dettes, et donc il est poursuivi au Portugal. On a l'impression que ça risque d'être la même chose en France. Toujours est-il qu'il est obligé de brader ses différents actifs, et j'ai appris que CMA, c'est-à-dire l'armateur un peu concurrent de Bolloré, avait racheté RMC, BFM et d'autres choses encore. Donc c'est toujours les mêmes qui veulent maîtriser au profit du pouvoir politique qui les protège lui aussi, hein, c'est un jeu réciproque. Donc ce système médiatique qui est un des pires au monde, c'est un des pires au monde sur les différents sujets compliqués, difficiles d'aujourd'hui, c'est-à-dire il y a la guerre en Ukraine bien évidemment, et il y a aussi ce qui se passe au Moyen-Orient. Eh bien, vous allez en Israël, qui est pourtant complètement impliqué dans un conflit tragique, eh bien, en Israël, la presse est plus libre que chez nous. Je ne parle même pas des États-Unis, évidemment. Donc, la France, elle a besoin d'un autre système d'information. Elle a besoin d'un autre système d'information, et il est en train d'émerger. Il y a eu une étude de l'Arcom, c'est assez intéressant d'ailleurs, une étude de l'Arcom qui parle des rapports des Français à l'information et qui considère, dans ses analyses, je ne dis pas que l'Arcom considère que c'est légitime, mais elle considère dans ses analyses que, effectivement, l'infosphère est une source d'information. Moi, je dis de réinformation, et c'est quelque chose de très important. Alors, avec deux conséquences. La première, c'est que cette infosphère est attaquée tous les jours. Hein, on connaît les emportements de Monsieur Thierry Breton, qui dit qu'il est inadmissible qu'il y en ait qui puissent s'exprimer, qu'il y ait des appels à la révolte, des appels à la révolte qui sont garantis par la Déclaration des droits de l'homme. Mais ça ne gêne pas ce nervi, parce que je considère que c'est un nervi politique, Monsieur Thierry Breton. Et donc, la première conséquence, c'est cette volonté de censurer. Cette volonté d'empêcher, cette volonté de faire fermer. Et il y a eu, alors je vous invite à aller le lire sur mon blog, il y a un article que j'ai publié à la suite d'une tribune de monsieur, ça y est, son nom m'échappe à ce moment-là, donc qui a publié un article dans Libération pour faire la liste des gens qui, dans la presse système, dans le mainstream, et c'était le groupe Bolloré, il y avait Sud Radio, en nommant les journalistes cibles, en disant qu'ils faisaient le jeu de notre ennemi, la Russie. C'est tout à fait extraordinaire. Et savez-vous pourquoi cette accusation peut être formulée? Parce que ces gens-là interviennent en dehors d'une vérité journalistiquement établie. C'est-à-dire que la vérité, ce sont ces journalistes-là, encartés de la presse système, qui la définissent. Le réel, on s'en fiche, c'est ce que dit ce personnage. Mais je ne sais pas pourquoi son nom ne me revient pas à l'instant, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc, toujours est-il que il faut se battre. Il faut que ce système, cette infosphère, dès lors que les journalistes honnêtes de la presse système sont ainsi attaqués, on voit ce qui est arrivé à Sonia Mabrouk, dont on a dit qu'elle n'était pas une vraie journaliste. En mentant, parce que ces gens-là mentent, ils n'ont aucun souci. Hein. Vous comprenez, disait le même d'ailleurs que celui qui a écrit dans Libération. Elle a interviewé Didier Raoult. Elle a dit non, j'ai jamais interviewé Didier Raoult. Mais pour la disqualifier, on se précipite et on ment. On ment. Alors, il y a d'autres méthodes aussi pour essayer de faire taire cette infosphère. Il y a les petits nervis, j'utilise à nouveau ce terme. Le nervi, c'est un voyou qui se met au service d'un puissant. Et donc, des petits nervis qui sont ceux qui ont profité de l'affaire du fonds Marianne. Vous noterez, moi j'étais intervenu pour dire, écoutez, il y a telle infraction, telle infraction, telle infraction. Vous vous rappelez que l'affaire du fonds Marianne, c'est un fonds de 2 millions d'euros qui a été mis en place en partant de la tragédie de la décapitation de Samuel Paty et qui a été distribué en dehors de toutes les règles
à des soi-disant fact-checkers, que quelqu'un appelle des fact-checkistes, je trouve que c'est assez bien vu. En tout cas, ceux-là, ils passent leur temps, ils sont invités sur les plateaux, ils sont invités sur les plateaux et ils passent leur temps à faire ce travail. Ils sont appointés, ils ont détourné de l'argent public, enfin ils sont resellers. Celle qui a détourné, c'est Madame Schiappa. Et naturellement, notre chère justice ne bougera pas une oreille. Donc, il est indispensable de se battre pour cette réinformation. Alors, j'en arrive à la situation de notre chaîne. Moi, j'ai besoin de vous. J'ai absolument besoin de vous pour pouvoir poursuivre ce combat. Moi, je ne vais pas m'arrêter. Faut être assez clair, je ne vais pas m'arrêter. Je m'arrêterai de gueuler quand je serai mort, et encore, c'est pas sûr. Non, je n'accepte pas ce qui est fait à mon pays. Je n'accepte pas l'humiliation quotidienne que nous inflige ce pouvoir et ce président qui est en train de virer à une forme de psychopathie. Non, je pense que ce qui nous est fait, la destruction de l'État-providence, l'avilissement de notre France au plan international, c'est quelque chose que je n'accepte pas. Et le mensonge, bien évidemment, le mensonge. Donc, je ne m'arrêterai pas. Donc, je souhaite que vous m'aidiez, naturellement, en continuant à me soutenir, en continuant à soutenir la chaîne, en continuant à utiliser mes différents canaux, parce que ça crée du rapport de force aussi. Ça crée du rapport de force. Et puis je vous cache pas que moralement, moi j'ai connu la guerre froide, j'ai connu l'anticommunisme et je l'ai affronté. C'était sans commune mesure avec ce qui se passe aujourd'hui. Faut pas se tromper. C'est une période épouvantable de ce point de vue. Donc, votre soutien est quelque chose de précieux. Dans ceux qui contribuent, je leur réponds, j'essaie de répondre à tous, pas toujours facile, c'est du boulot. Je dis, il y a la dimension matérielle qui est extrêmement importante et précieuse, et il y a la dimension morale de ce soutien et de la gratitude qu'elle exprime. Alors, pour la suite, on va continuer. Bien évidemment, j'ai quelques idées. En attendant que les choses se calment un peu pour notre ami Hervé, j'ai quelques idées. Je veux pas en parler maintenant parce que je veux pas provoquer de réaction, mais j'ai quelques idées concernant la dimension militaire, avec peut-être quelques surprises. Et puis pour le reste, je vais relancer aussi parce que j'ai peut-être eu les yeux plus gros que le ventre. J'ai un bouquin en préparation, j'écris des articles, j'interviens chez les autres, donc j'avais prévu une série d'émissions sur le monde qui change. Par exemple, je cherche... Alors, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Vous utilisez l'adresse email qui est en description et vous me contactez. Moi, je cherche un expert sur les questions indiennes, sur l'Inde. On a beaucoup parlé de la Chine, on a parlé évidemment de la Russie. On a notre correspondant, notre Tintin reporter pour l'Amérique latine. Je cherche aussi concernant l'Afrique, mais peut-être c'est un peu moins urgent. En revanche, l'Inde, qui est un immense pays, probablement le plus peuplé du monde, il est possible qu'il soit plus peuplé que la Chine, il faut qu'on puisse éclairer ce qui est en train de s'y passer dans le contexte, parce que ça c'est très important, dans le contexte du conflit mondial. Vous avez peut-être noté que pour les vidéos militaires, j'utilise le terme conflit mondial. Conflit mondial parce que aujourd'hui, on est dans un affrontement qui oppose, alors, je vais dire le nord et le sud, non, c'est plutôt l'Occident restreint et le reste du monde, et il y a plusieurs théâtres d'opération. Le théâtre de guerre, le théâtre de conflit mondial, c'est l'ensemble de la planète. Et heureusement, ce ne sont pas des guerres chaudes, même s'il y a beaucoup de risques, et le risque nucléaire en particulier. Le conflit en Ukraine, le conflit en Palestine, ce sont des théâtres d'opération. J'invite à écouter Jacques Beau qui précise bien ces notions, elles sont effectivement très importantes. Donc tout ça se situe dans un contexte qui est un contexte général, celui de ce conflit, où on constate que le sort de l'Occident est en train de se jouer et que c'est probablement une période d'un demi-millénaire de 500 ans qui est en train de se fermer. Ça va prendre du temps, ça va peut-être par certains moments chaotique, mais c'est probablement ce qui se passe. Et comme d'habitude d'ailleurs,
je constate que chez nous, on continue à ne pas s'intéresser ou ne pas écouter ce qui se passe ailleurs. Écouter ce qui se passe en Chine, écouter les interventions chinoises et en particulier celles de Xi Jinping, et puis écouter Vladimir Poutine. On n'est pas obligé d'aimer Poutine, on n'est pas obligé de considérer que la Russie est une grande démocratie, etc. Je comprends bien, mais écoutons-le. Or, il a fait un discours sur l'état de l'Union extrêmement intéressant, en même temps ou en parallèle à quelques jours près de celui qu'effectuait Biden. Il fallait l'écouter. La partie consacrée à l'Ukraine était assez courte. Le reste de la partie, on s'aperçoit qu'ils ont décidé de lancer la Russie dans une forme de New Deal, comme l'avait fait Franklin Roosevelt. Ce sont tous les grands services publics qui vont faire l'objet des investissements les plus importants. Il y a bien évidemment le militaire, parce que les Russes entendent disposer d'une force qui les met à l'abri. Mais il y a également l'éducation, les transports, la santé évidemment, la question de la démographie, parce qu'ils ont des gros problèmes. Donc c'est l'intérêt du pays qui est en cause. Ça, il faut pas se tromper. La Russie n'a aucune espèce ni d'intention, parce qu'elle n'a pas d'intérêt d'envahir ses voisins. Quand on dit ils veulent reconstituer l'Union soviétique. Alors peut-être pour les pays baltes, je veux bien, mais la Pologne, elle n'a jamais fait partie de l'Union soviétique, et la France, dont Emmanuel Macron nous dit qu'elle est attaquée sur son sol. Ah pardon, alors oui, on nous dit, oui, regardez, vous vous rendez compte, nos intérêts, il va y avoir des problèmes dans nos hôpitaux. Les problèmes dans les hôpitaux, ils sont dus à la politique mise en œuvre par ce personnage, à la liquidation des grands services publics qu'il a entrepris, parce que c'est son mandat. Les gens qui l'ont mis au pouvoir, c'est ce qu'ils souhaitent. Donc venez pas passer par les Russes et de soi-disant attaques cybernétiques, alors que ce sont vos politiques qui ont contribué à ce qui est actuellement l'effondrement du système de santé français. Alors, je reviens 2 secondes à Poutine. Poutine, il a également fait une interview extrêmement importante en parallèle du scrutin présidentiel. Il a répondu à Emmanuel Macron qui, dans ses rodomontades, on va revenir, je vais faire une intervention un peu plus détaillée sur les pantalonnades et les rodomontades de notre kéké national, mais il a dit, Emmanuel Macron, il a dit, voilà, il n'y aura pas de ligne rouge pour nous. Poutine a répondu, il n'y en aura pas pour nous non plus. Ah, il nous menace. Non, mais attendez. Qui est-ce qui menace l'autre, là, en l'occurrence? Alors, on peut dire, oui, ils ont attaqué l'Ukraine, ils n'auraient pas dû, c'est une agression. Au plan du droit international, il y a beaucoup de choses à dire, mais lorsque la France, qui n'est pas concernée directement, qui n'est pas concernée au plan territorial, qui, sur le plan économique, subit des préjudices graves parce qu'elle a déclaré une guerre économique à la Russie, aujourd'hui, elle est l'agresseur vis-à-vis de la Russie. Elle a des hommes sur le terrain, elle est co-belligérante, c'est une évidence parce qu'elle fournit du matériel, elle forme des soldats, et bien que en face, l'autre co-belligérant, celui qui est en face, dise il n'y aura pas de ligne rouge pour nous non plus, c'est quand même tout à fait normal. Et puis Poutine a dit autre chose. Et c'est ça qu'il faut écouter. Et ça nous renvoie à ce que je disais tout à l'heure concernant le problème du conflit mondial. Poutine a dit, voilà, depuis 500 ans, l'Occident s'est gavé, l'Occident a pillé, l'Occident a tué. Eh bien, messieurs, le bal des vampires est terminé. Même vos peuples n'en veulent plus, vos peuples occidentaux n'en veulent plus, ce qui est parfaitement exact. Donc, c'est fini. Alors, on a chez nous des gens, je pense à Éric Zemmour, la plus belle des civilisations, etc. C'est vrai qu'elle est magnifique, cette civilisation européenne, mais et ça, Hegel et Marx nous l'ont appris, la dialectique, ça existe. Et il y a, par conséquent, des choses extraordinaires qui ont été faites, mais des horreurs aussi. Des horreurs. L'accouchement de la révolution industrielle a été épouvantable au 19e siècle. La colonisation a été épouvantable, à base de génocide. Le 20e siècle, ça a été 2 guerres mondiales atroces. C'est l'Occident qui les a organisés. Et lorsque, je sais plus, j'ai vu quelqu'un sur les réseaux se faire insulter parce qu'il disait, la Shoah et ce qui se passe à Gaza, le génocide à Gaza,
sont deux événements européens. Ben oui, évidemment. C'est quand même un des pays les plus civilisés d'Europe, de cette civilisation si merveilleuse, judéo-chrétienne, concept qui ne veut absolument rien dire d'ailleurs. Eh bien, ce sont cette civilisation, un de ces pays les plus civilisés qui a commis l'abomination de l'Holocauste, l'abomination de la Shoah, c'est-à-dire la destruction industrielle d'un peuple sur la base d'une stupidité scientifique, sur la base de l'invention d'une race, c'est-à-dire une épouvante, totalement une épouvante. Donc, et qui a fait apparaître l'enfer sur terre, soyons clairs. Hein. C'est également, peut-être pas l'oublier, c'est également l'Occident qui a utilisé, d'abord fabriqué, et ensuite utilisé pour la première fois l'arme nucléaire au Japon. On peut discuter tout un tas de choses sur la nécessité, sur les impacts géostratégiques. Je veux bien. Il n'empêche que c'est un acte fondateur, et c'est un acte qui a fait apparaître l'enfer sur terre. Bon, ce sont les Américains qui l'ont décidé. Bon, donc voilà. Je pense que Vladimir Poutine, dans cette interview, mais il est relayé, mais il faut voir les conversations avec Xi Jinping, il faut voir ce que disent les pays d'Amérique latine, ce qu'a dit Lula concernant ce qui se passe à Gaza, ce que disent les Africains, ce que dit l'Afrique du Sud, ce que disent les Indiens aussi, ce que disent les Indiens. Donc, cette phase de domination occidentale, avec son positif et avec son négatif, c'est-à-dire des horreurs, eh bien, elle va se terminer. Et pour qu'elle se termine bien, il faut que l'Occident accepte. Et accepte la mise en place d'un système qui ne soit pas le système hégémonique que l'on connaît depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui a abouti au chaos des 30 à 40 dernières années où l'Occident, rappelons-le essentiellement les États-Unis, ont mis le feu aux quatre coins de la planète. Donc voilà. Et ils s'apprêtaient à le mettre en Russie en utilisant l'Ukraine. Donc, c'est tout ce contexte. Je suis un peu long là-dessus, mais je compense le fait qu'on n'aura pas aujourd'hui, on n'aura pas la vidéo avec Hervé, mais c'est bien dans ce contexte que se situe notre travail et qu'existe le besoin d'information. Et pour ça, je vous demande de me soutenir et je vous confirme qu'on va se retrouver très rapidement sur les aspects militaires, bien sûr, mais pas seulement. On va tâcher de poursuivre vidéo sur cette chaîne YouTube, de poursuivre le travail de réinformation qu'on a entamé il y a 2 ans, et je veux que vous ayez la conviction que je ne suis pas prêt de m'arrêter. Voilà, à très bientôt.